Tisse et fin en partant du féminisme communautaire par Giulietta Paredes. Personne n'écrit tout seul. Personne ne produit des idées en partant de son nombril. Le nombril nous connecte toujours à l'autre, à la mère, et partant de cette relation initiale, nous construisons et créons toujours dans le dialogue et en communauté. Pour nous, le moment que vit notre pays est fortement mobilisateur, car il nous a rendu espoir, et l'espoir mobilise même les plus paresseuses. Ce moment nous appelle à défendre au lit, dans la rue, à la maison, sur les places, au Parlement, au palais du gouvernement, ce à quoi nous aspirons dans nos rêves. Car c'est la première fois que nous pouvons nommer l'espoir dans les langues de nos grands-mères et dans les diverses tournures régionales que le castillan prend en Bolivie. Cette construction n'est pas facile, car d'un côté il y a nous et nos désirs de changement, et de l'autre les racismes coloniaux et leurs 5 siècles d'impunité, aujourd'hui confortés dans un néofascisme oligarchique qui fait montre de méthodes dictatoriales, de terreur, d'assassinat, de disparition et de persécution de celles et ceux qui, comme nous, ne pensent pas comme eux, de celles et ceux qui ont depuis longtemps cessé de les voir comme des patrons, beaux et supérieurs. Et la classe moyenne aurait intérêt à se regarder dans le miroir et à savoir d'où elle vient. Elle pourrait alors cesser de craindre le rétablissement de l'équilibre et de la justice au sein des sociétés, cesser de se sentir discriminée en voyant ses jardiniers, maçons, plombiers, vendeurs de glace, boulangers, devenir président, ou ses employés domestiques, lavandières, vendeuses de marché, se convertir par le vote populaire en membres de l'Assemblée constituante, ministres ou parlementaires. Au moment où l'on prétend créer un abîme entre la campagne et la ville, entre les couleurs de peau, les façons de s'habiller et les manières de danser, au moment où des abîmes se creusent entre les cultures ancestrales et les villes modernes que nous habitons, nous leur lançons le défi de proclamer la vie. En une danse sauvage, qui appelle d'autres femmes et celles-ci d'autres encore, jusqu'à ce que nous soyons un bataillon, ou une armée d'amour, qui en finisse avec toutes les misères et les oppressions. Nous avons cherché et cherchons encore une femme qui, regardant le soleil, ne ferme pas les yeux. Fragment du poème Nous cherchons de Giulietta Paredes. Nous les invitons à tresser des ponts et à tisser fin. Dans ce cas, par le biais de notre travail de reconceptualisation théorique de femmes féministes. À créer un tissu d'action qui nous permette de nous découvrir mutuellement, de nous découvrir nous-mêmes, dans les autres et avec les autres. Ce que nous proposons est une pratique de l'altérité, la réciprocité, la complémentarité et l'autonomie. Dans le chapitre 1, ce livre propose d'analyser les politiques néolibérales concernant les femmes, de dénoncer la captation et l'institutionnalisation du féminisme et des organisations sociales de femmes. Le chapitre 2 parle de la rupture épistémologique qu'effectue le féminisme communautaire avec le féminisme occidental. Le chapitre 3 présente un cadre conceptuel pour l'action et la lutte politique en partant du corps sexué des femmes et de sa signification dans la société et dans l'histoire. Nous réfléchissons ensuite à la question de l'espace, concept qui renvoie à la terre et au territoire, et aux nouvelles tentatives de colonisation de l'espace bolivien, au découpage du pays, en des sortes de vice-royautés néo-féodales d'oligarques, de sang gris, qui ont à leur service des paramilitaires, des tueurs à gages et des délinquants qui veulent nous noyer dans notre propre sang. Ces éléments prennent sens dans notre quotidien de femmes, non seulement parce que nous participons à la lutte en tant que femmes du peuple aux côtés de nos frères et camarades, mais aussi parce que nous sommes amenés parfois à découvrir avec déception dans nos propres maisons et communautés l'oppresseur que nous dénonçons dans les luttes populaires. Cela nous amène à réfléchir, par exemple, sur le fait que nous les femmes, nous apparentons à des parias. Nous n'avons ni terre ni maison. Nous avons très peu de lieux que nous pouvons considérer comme nôtres, où nous pouvons nous sentir en paix et libres des violences sexuelles, physiques ou psychologiques. Un autre élément dont traite le livre est le temps, décrivant comment le système patriarcal a toujours volé le temps des opprimés et des opprimés
au bénéfice d'un petit nombre. 100 ans pour réfléchir et analyser, 100 ans pour faire et refaire notre monde, comme les petites filles qui jouent avec de l'argile à façonner en miniature ce qu'elles aimeraient dans la vie, à l'image des Alacitas, et avec de grands souffles de créativité, faire fonctionner le pays avec amour, plaisir, justice et espoir. 100 ans pour nous informer, nous ne pouvons pas connaître notre situation et les façons de nous libérer. Nous devons récupérer le temps pour nous-mêmes et pour nos communautés. Est abordée aussi la question du mouvement et de l'organisation collective, entendue comme ce qui donne à notre existence et à nos actions leur sens politique. C'est le but de notre existence. C'est reconnaître que de toutes parts se tissent des propositions en faveur d'une nouvelle société et, nous les femmes, devons être présentes pour faire entendre notre voix et notre opinion, sachant aussi qu'au sein de ce mouvement organisé et politique, les femmes n'arrivent pas à faire valoir leur voix, revendications et propositions. En dernier lieu, nous faisons référence à la mémoire, celle qui, lorsqu'elle fait défaut, nous laisse sans armes pour nous défendre face aux nouveautés d'un marché séducteur et violent qui a marchandisé nos vies. Nous en remettre à notre propre mémoire ontogénétique et à la mémoire longue, phylogénétique, relie les rébellions, relie nos premières rébellions authentiques de Wawa, quand nous résistions et luttions contre les normes machistes et injustes de la société, aux rébellions de nos arrière-grand-mères, qui ont résisté au patriarcat colonial et précolonial. Voilà, nous avons commencé à mettre sur la table nourricière nos principaux concepts, présents dans le livre. Ce sont des concepts et des catégories qui veulent alimenter ces processus de changement, avec des réalités et des rêves qui nous empêchent de dormir. Une dernière chose. Ce livre ne prétend pas être un livre pour intellectuels, même si chaque personne qui le souhaite peut le lire. C'est plutôt un livre pour des gens qui aiment leur peuple, des femmes et des hommes activistes qui, comme nous, prétendent construire une théorie pour l'action, des révolutionnaires qui veulent transformer la réalité que nous avons reçue pour léguer un pays plus beau, aux Wawa qui nous interrogent de leur regard curieux. Eh, dis-moi, quand est-ce que le pays sera comme celui dont tu me parles dans les contes ? Nous voulons que les concepts accompagnent et servent d'abord les femmes de Bautista Saavedra, car c'est avec elles que nous avons tissé la trame de ces catégories, qui sont devenues aujourd'hui des concepts pour un projet des femmes en Bolivie. Sur le chemin de son élaboration, ont surgi des processus créatifs. Nous avons osé rêver et les femmes d'Amarete, Sotopata, Curvacaalaya ont commencé à s'organiser. C'est magnifique, c'est ce que nous voulions faire. Et après le chemin que nous avions fait, notre chère sœur féministe Evelyne Agreda, aujourd'hui vice-ministre du genre et des affaires générationnelles, aux côtés de Jenny Ibarnegaré, responsable du genre pour la coopération internationale, nous ont invités à rédiger le cadre conceptuel des politiques publiques pour les femmes dans les 10 prochaines années. Waouh! Nous ne nous y attendions pas. Il ne reste plus qu'à leur dire grand merci, mes sœurs. Merci à la vie, à la lutte, et merci à Pachamama. Femmes, nos rêves sont leurs cauchemars. Chapitre 1. Des coups de pied dans la fourmilière. Nous les femmes sommes la moitié de chaque peuple. Nous le disons ainsi dès le départ, car nous voulons inscrire la lecture de ce livre dans la réalité qu'on ne veut ni voir ni reconnaître. C'est-à-dire que l'affirmation que nous les femmes sommes la moitié de tout est une condition imposée par la réalité et posée dès le début. Nos visions sont souvent tributaires et véhicules d'un imaginaire patriarcal qui cherche à réduire et limiter l'existence des femmes à de petits espaces d'agitation sans transcendance. Par exemple, on a coutume de dire « Nous allons mettre en place une politique en faveur des Indiens, des paysans, des secteurs populaires et des femmes. » Comme si nous les femmes, nous ne faisions pas aussi partie intégrante des Indiens, des paysans ou des secteurs populaires. On nous considère comme un mini-secteur. Autre exemple. On parle d'aborder les thèmes du transport, de la sécurité citoyenne, de l'économie, des ressources naturelles et des femmes.
comme si nous n'étions pas, en tant que femmes, concernées par le transport, la sécurité citoyenne, l'économie et les ressources naturelles. Finalement, nous sommes traités comme un problème. Quand on dit qu'on va tenter de résoudre le problème de la santé, de l'éducation et le problème de la femme, entendu en outre comme le problème d'être victime de violences. Nous sommes traités comme un problème parmi beaucoup d'autres problèmes plus importants. Autant de façons de masquer la place des femmes. On parle de nous comme si nous étions un secteur parmi beaucoup d'autres, un thème parmi beaucoup d'autres, un problème parmi beaucoup d'autres, c'est-à-dire une minorité sans beaucoup d'importance qui peut toujours attendre car il y a des choses plus importantes à faire pour la majorité. Pour cette raison, nous affirmons à nouveau que nous les femmes sommes la moitié de tout. Nous considérons que c'est une très grave erreur de nier les corps et le sexe de celles et ceux qui participent aux mouvements et aux organisations sociales. Ce sont nos corps de femmes qui, depuis toujours, lors de marches et d'actions innombrables, ont fait et construit l'histoire de notre pays. La dernière dans cette succession d'actions historiques, c'est notre présence pour récupérer les ressources naturelles pour le peuple, avec la mobilisation courageuse des femmes d'El Alto. Nous les femmes sommes plus de la moitié de la population bolivienne, et nous ne sommes ni une minorité, ni un sujet à traiter, ni un secteur, ni un problème. Nous les femmes sommes la moitié de tout. Pour recevoir l'âme, la raïou du changement, il faut se débarrasser du fantôme du néolibéralisme. Pour réfléchir et présenter des propositions, nous devons partir d'une évaluation critique du cadre conceptuel précédent, celui de l'étape néolibérale, et nous situer dans ce contexte. L'étape néolibérale, qui n'en finit pas de finir, a des caractéristiques très spécifiques qui ont été longuement abordées dans différents rapports de la coopération internationale. Il me semble important pour notre travail de reprendre quelques aspects clés, pour savoir d'où nous sommes partis dans cette entreprise de récupération de nos corps, de nos histoires et de nos propositions d'avenir pour notre pays. La Bolivie, comme le reste de l'Amérique latine, initie en 1985 un ajustement structurel dont les fondements politiques et économiques résident dans les ajustements structurels imposés par l'impérialisme, dans le but de lui garantir d'énormes taux d'accumulation et d'appropriation usuraire des excédents économiques et des ressources naturelles des pays dits du tiers-monde. Le prétexte qu'énonçaient ces capitalistes pour ces ajustements structurels était de résoudre dans nos pays les problèmes économiques qu'eux-mêmes, les capitalistes impérialistes, avaient engendrés, comme par exemple l'hyperinflation et l'endettement extérieur. C'est ainsi qu'ils ont réorienté l'économie mondiale et la politique sur une voie néolibérale dont, pour analyser les politiques concernant les femmes en Bolivie, nous retiendrons 5 aspects fondamentaux qui permettront aussi de comprendre l'actualité, avec notamment la réaction de groupes racistes et fascistes qui fomentent la guerre civile et la division de la Bolivie, en assassinant, pourchassant et faisant disparaître des frères et des sœurs qui se sont donné le droit de rêver d'un pays sans violence, avec l'égalité des chances et beaucoup d'amour pour les Wawas. Voici ces 5 aspects. Premièrement, le colonialisme historique et le colonialisme interne ont servi de base à la discrimination raciale des politiques d'ajustement néolibéral. L'héritage néfaste de l'invasion coloniale, qui a engendré, entre autres mots, l'exclusion, le mépris, le machisme et le racisme envers les Indiennes et les Indiens, a eu pour résultat de créer un colonialisme interne, qui n'a pas besoin de l'envahisseur blanc comme vice-roi, mais est pratiqué par ses héritiers blancs, les néocolonisateurs natifs ou non, mais que les terres boliviennes ont nourri. Ces nouveaux colonisateurs, qui ont depuis la République construit leurs privilèges structurels, se sont convertis en modernisateurs de l'État. Ce sont eux qui souhaitaient continuer à croire que l'Indien était reclus dans les zones rurales. Ils constataient la présence indienne au quotidien dans leurs foyers, dans les centres productifs, les rues et les lieux de divertissement, mais ne voulaient pas voir que nous, les Indiennes et Indiens Aymara, Quechua, Guarani, Chiquitanos et autres peuples autochtones habitions aussi les mêmes villes, que nous construisions nos maisons sur les escarpements autour des villes,
et que nous transférions les relations vécues au sein des Aïlous et des communautés dans les quartiers populaires. Ils n'ont pas voulu voir non plus que nos cultures se sont étendues progressivement aux villes, aux rues du centre-ville. Le colonialisme interne, en plus d'alimenter économiquement les caisses des transnationales grâce à une main-d'œuvre à bas coût de jeunes indiennes et de jeunes indiens, a subventionné au quotidien leur table grâce au coût réduit des produits agricoles provenant du travail des communautés rurales. Le colonialisme interne a en outre créé un imaginaire esthétique raciste, chargé de préjugés et discriminatoire, qui a quotidiennement porté tort au corps, plus particulièrement ceux des femmes indiennes ou d'origine indienne. Cet imaginaire éthique et esthétique des corps établit des critères de beauté, d'éducation et de tenue vestimentaire. D'un côté, il qualifie de jolies, d'éduquées, de propres et bien vêtues les femmes blanches ou claires de peau qui ont des traits occidentaux. De l'autre, il qualifie de laides, mal élevées, sales et mal vêtues les femmes à peau brune aux traits indiens. Marquées dans nos corps par le colonialisme, nous les femmes, nous avons traversé l'histoire, en établissant des relations de femme à femme, mais aussi avec les hommes. Ces relations, établies dans le contexte du colonialisme interne, ont pour résultat un comportement colonial dans l'érotisme, le désir, la sexualité, le plaisir et bien sûr l'amour. Il ne fait pas de doute que les femmes des classes moyennes et supérieures ont bénéficié à l'époque néolibérale et continuent à bénéficier du travail manuel et domestique des jeunes femmes indiennes. Les ONG ont défendu des lois spéciales, des lois de seconde classe pour nos sœurs, maintenant appelées travailleuses du foyer, dont le niveau d'exploitation n'a pas diminué comme on l'espérait. En général, ces lois ont été très peu modifiées car les ONG de femmes se sont refusées systématiquement à débattre du travail domestique pour la bonne raison qu'elles ne se salissaient pas les mains à cette tâche. Elles embauchaient une chola comme employée et le problème était réglé. Camarades, il est temps de réfléchir. Sur cette base d'injustice, le néolibéralisme a initié des réformes de l'État et la société. Deuxièmement, réduction de l'État à la fonction d'arbitre inféodé aux intérêts des transnationales. L'État s'est désengagé de toutes ses obligations en matière de sécurité sociale, comme la santé, l'éducation, le logement, la retraite, la sécurité de l'emploi, conquête sociale issue des luttes du peuple des travailleurs. Cela a signifié dans la pratique que les femmes ont été chargées de couvrir ces nécessités sociales au sein des familles et des communautés rurales. Jamais auparavant l'État n'avait agi d'une manière aussi éhontée. Il était totalement à la solde des intérêts du capital et cette fois-ci, ouvertement. Troisièmement, l'initiative économique et productive du pays, ou ce qu'on entend par développement, a cessé de dépendre de l'État et des décisions du gouvernement. Le développement dans la perspective néolibérale n'était pas conçu comme le développement de tout le pays. Les intéressait le développement d'un axe central et centralisateur, faisant communiquer géographiquement l'océan Pacifique avec l'océan Atlantique et générant des enclaves de développement au service des transnationales à La Paz, Cochabamba et Santa Cruz. Le reste du pays n'existait pas, ce n'était que des paysages. La Bolivie a renoncé à sa dignité et sa souveraineté pour se soumettre aux exigences du marché mondial, dirigé dans l'intérêt des transnationales depuis les centres du pouvoir du Nord occidental et de quelques pays asiatiques ayant des succursales au sud. Quatrièmement, pour imposer au pays cette aliénation des décisions, il a fallu élaborer un imaginaire schizophrénique de démocratie participative et d'inclusion. Cet imaginaire a été élaboré avec la collaboration de nombreux intellectuels et intellectuelles issus de la gauche bolivienne. Cet imaginaire était destiné à calmer le peuple, touché par un appauvrissement de sa vie quotidienne, en lui donnant l'illusion qu'il était pris en compte et que son vote était respecté, qu'il lui fallait seulement savoir approuver, faire des efforts et travailler plus pour profiter des opportunités du libre marché, de la globalisation et de la démocratie transnationalisée. Le corrélat pratique fut une démocratie négociée, où se trouvèrent légitimées la médiation, l'intermédiation et l'usurpation de la volonté populaire par des accords et des compromis réalisés par les partis qui allaient gouverner le pays et qui, par des alliances honteuses, se transmirent le pouvoir qu'ils occupèrent à tour de rôle entre néolibéraux, ex-socialistes, dictateurs, populistes et nationalistes.
Ce Passanakut a duré 18 ans. Les secteurs populaires et les mouvements sociaux furent bien sûr aussi responsables d'avoir appuyé par leur vote ces partis néolibéraux. Enfin, cinquièmement, les femmes sont indispensables aux restructurations néolibérales en tant que palliatif et main-d'œuvre bon marché. Les femmes, déjà intégrées depuis la colonisation à la matrice productive du pays, se retrouvent chargées, avec le néolibéralisme, de tâches multiples d'une grande importance pour le capital, comme celle de remédier à la faim de leur famille, parce que ceux qu'on appelle soutiens de famille, leurs maris, ont été licenciés, sont au chômage et nombre d'entre eux déprimés et à la maison. Les femmes, durant cette période, ont assumé les besoins de sécurité sociale que l'État ne prenait plus en charge. Elles ont été, qui plus est, appelées à travailler en tant que main-d'œuvre pas chère, sans sécurité sociale et avec des horaires journaliers dépassant les 12 heures, sans paiement d'heures supplémentaires. Je voudrais faire une réflexion qui, bien qu'elle puisse sembler sortir du thème, peut en réalité nous aider à comprendre les fantômes qui poursuivent nos utopies. Si certaines ou certains ont cru que le néolibéralisme avait dépassé ou pouvait dépasser la vision inégalitaire, classiste, machiste et centrée sur l'adulte du libéralisme, ils se trompaient. Le libéralisme, avec sa devise liberté, égalité, fraternité, réservée aux hommes politiques et bourgeois, a démontré qu'il n'avait pas la moindre intention de reconnaître à l'humanité l'égalité comme droit fondamental. En réalité, le libéralisme a seulement changé les destinataires des privilèges. Si dans la société féodale, les seigneurs étaient ceux qui jouissaient des privilèges, dans le système libéral, les privilèges passent aux mains des messieurs de la bourgeoisie. Le système néolibéral a lancé une vaste campagne postmoderne de promotion des droits humains, affirmant reconnaître femmes, indiens, homosexuels, jeunes et handicapés, et qu'ils bénéficiaient des mêmes droits. En réalité, il ne récompensait ou ne reconnaissait que les femmes, les indiens, les homosexuels, les jeunes et les handicapés de leur classe sociale, de leur orientation politique, ou qui, dans leur diversité, leur servaient sur le plan économique et politique sans formuler de revendications. Les rebelles et les révolutionnaires n'avaient pas leur place dans cette distribution de prébendes. Le néolibéralisme reprend dans les fondements de son idéologie cette conception stratifiée du libéralisme. Il la décore de telle sorte qu'elle puisse être digérée comme si c'était un produit différent. Mais l'essence en est la même. Dans le libéralisme, il n'y a pas d'égaux, mais des citoyens de première, seconde, troisième, quatrième, cinquième classe. Le système patriarcal a mis en œuvre une variante au sein du néolibéralisme en tentant de traiter comme égaux les hommes citoyens de première classe et leurs femmes, qui forment la citoyenneté de seconde classe. De là le succès de certaines améliorations qu'apportent ces politiques néolibérales, tout particulièrement pour les femmes des classes supérieures et moyennes des pays du Nord, et par extension aux femmes des classes supérieures latino-américaines et boliviennes. Le poids écrasant des réformes économiques néolibérales est retombé lourdement sur les femmes des classes populaires et les indiennes appauvries dans ce qu'on nomme le tiers-monde, dont fait partie notre pays. C'est pour cette raison que dans la perspective du féminisme autonome bolivien de ces années-là, nous disions volontiers du mythe du développement durable que le développement est celui des pays du Nord et qu'il revient à nos peuples d'en porter la charge. Dans ce panorama, il n'est donc pas étonnant que les intérêts et les objectifs des femmes aient été très différents selon la classe et la culture auxquelles elles appartiennent. Nous avons tout assisté à l'incendie du néolibéralisme. Vision des femmes durant l'étape néolibérale. Perspective de genre, approche de genre et équité de genre. Le genre comme concept et catégorie, selon notre interprétation, offre la possibilité d'être utilisé pour transformer les conditions matérielles de l'oppression des femmes. La dénonciation du genre devenue équité du genre a créé une grande confusion théorique et une démobilisation politique des femmes. Le genre est un concept forgé politiquement par des féministes qui, dans son sens politique, constitue une catégorie relationnelle qui dénonce et dévoile la subordination imposée aux femmes par le système patriarcal. Selon la critique portée par le genre, nous les femmes sommes socialisées en tant que genre féminin et par conséquent inférieurs aux hommes qui forment le genre masculin,
considérés supérieurs vis-à-vis des femmes. Le genre, en tant que catégorie relationnelle, dévoile toujours la position d'infériorité assignée aux femmes par le patriarcat. Nous voulons préciser que le genre n'est pas une catégorie descriptive ou une catégorie attributive, pas plus qu'il n'est une catégorie déterministe par essence. C'est-à-dire que le genre ne vient pas décrire ce que font les femmes et ce que font les hommes. Il ne vient pas attribuer des rôles aux hommes et aux femmes ou les naturaliser. Le genre dénonce les relations de subordination des femmes vis-à-vis des hommes. C'est cette subordination sociale qui est l'un des mécanismes du système que nous appelons le genre. Le genre, selon notre conceptualisation théorique, est une catégorie politique relationnelle de dénonciation d'une relation injuste, oppressive et exploitatrice que les hommes instaurent avec les femmes pour le bénéfice du système d'oppression qu'est le patriarcat, c'est-à-dire à l'heure actuelle le patriarcat colonial néolibéral. Le genre dévoile la valeur inférieure que le patriarcat assigne à nos corps de femmes, de notre naissance jusqu'à notre mort, et même avant notre naissance et après notre mort. Cet instrument précieux, conceptualisé de cette manière à la fin des années 60 et au début des années 70, a été privé de ses potentialités révolutionnaires à tel point qu'il a servi aux femmes de la classe moyenne latino-américaine à imposer des politiques publiques néolibérales. En Bolivie, le féminisme occidental est arrivé dans les bagages du néolibéralisme. Au début, ces féministes débutantes boliviennes n'avaient pas les idées très claires et ont utilisé des concepts de perspective du genre et d'approche de genre, conception dont il était encore possible de mobiliser les potentialités révolutionnaires comme outil pour dévoiler l'oppression. Mais au cours de ces premières années, la classe sociale et l'origine ethnique ont pesé plus lourd pour ces féministes blanches de classe moyenne et supérieure, et elles ont commencé à vider le concept de genre de sa force politique, et convertissant en équité de genre, un concept postmoderne, superficiel et purement descriptif des rôles. La notion d'équité de genre cherchait à faire croire qu'il est possible que les valeurs des rôles assignés par le patriarcat aux femmes et aux hommes puissent un jour être égales. Mais ce n'était pas possible, précisément du fait de la critique que fait le genre. Le genre masculin est défini intrinsèquement comme meilleur et supérieur que le genre féminin. Par exemple, quand une femme, selon les rôles assignés aux femmes, a de bonnes connaissances en cuisine, on l'appelle cuisinière. Quand un homme entre dans la cuisine et cuisine, on l'appelle chef. Et il se positionne socialement tout de suite comme le meilleur, le grand expert, qui cuisine mieux que les femmes. Quand une femme s'efforce de devenir ingénieure et y parvient, elle sera considérée comme un ingénieur de second rang, peu fiable, et on lui demandera même de servir le café lors de la réunion de collègues ingénieurs. Voici 2 exemples de comment fonctionne le genre. Quoi qu'il fasse, l'homme sera considéré comme supérieur à la femme. Quoi qu'elle fasse, la femme sera considérée comme inférieure à l'homme. Le genre, c'est ça. Pour mieux comprendre cette définition, nous voulons comparer la valeur politique de la catégorie genre avec celle de classe. Le genre a la même valeur politique que la classe. Il n'y aura jamais d'équité, d'égalité de classe, parce que les classes sociales sont fondées et trouvent leurs origines dans l'injustice de l'exploitation d'une classe par une autre. Les bourgeois sont bourgeois parce qu'ils exploitent les prolétaires. L'équité de classe signifie soit que le bourgeois et le prolétaire ont ce qu'ils méritent, c'est-à-dire le bourgeois en tant que bourgeois et le prolétaire en tant que prolétaire, soit, si équité voulait dire égalité, cela laisserait entendre qu'existera un jour une égalité de classe, ce qui n'est pas possible. Si c'était le cas, la classe cesserait d'exister. Les classes sociales disparaîtraient, ce serait le moment où cesse la lutte contre l'injustice, le bourgeois qui s'approprie le travail du prolétaire. La classe comme concept révolutionnaire est une dénonciation de l'exploitation et propose alors le dépassement de la classe en tant que réalité historique, injuste, et le commencement d'une étape de l'humanité sans exploiter et exploiteur, c'est-à-dire la fin des classes sociales. Il en est de même pour le genre. Il n'y aura jamais d'équité de genre, comprise comme égalité, parce que le genre masculin se construit aux dépens du genre féminin. Pour cette raison, la lutte consiste dans le dépassement du genre comme réalité historique injuste. En d'autres termes, il s'agit donc de transcender le genre en tant que construction historique et culturelle et d'initier une nouvelle façon d'éduquer et de socialiser les Wawas, sans genre. Ce que nous voulons en tant que féministes,
c'est n'être plus féminine ou masculin. Nous voulons en finir avec les relations de pouvoir construites par le genre et non conserver le genre dans une équité contre-révolutionnaire. L'équité de genre a constitué le virage néolibéral qu'ont opéré les ONG de femmes qui sont devenues des technocrates du genre, confondant la dénonciation du genre avec l'équité du genre, dans le cadre d'une stratégie qui vide les concepts de leur sens. Elles ont mis en œuvre des stratégies privées et de comportements décents, bien loin des mobilisations de femmes dans les rues et de la pression sur l'État et les gouvernements néolibéraux. Les négociations se sont déplacées vers ce qu'on appelle les lobbies, qui sont des salles d'attente ou les antichambres des lieux de réunion et de convention des politiques et des gouvernants. Entre deux cafés, elles ont joué au dé nos luttes révolutionnaires et tant d'années de résistance antidictatoriale. C'est le moment où nous commençons à perdre ce que nous avions gagné, avec la satisfaction de revendications ponctuelles qui se retournent ensuite contre les femmes. Ainsi, les 30% de la loi sur les quotas ont bientôt cessé d'être les quotas minima de participation des femmes pour devenir un plafond. La loi sur la violence intrafamiliale a débouché sur des conciliations familiales qui défendent les maris et recommandent à la femme de remplir ses fonctions dans la maison. Ces politiques ont été conduites par ce qu'on appelle les ONG de femmes, qui ne se reconnaissaient plus désormais comme féministes et qui, dans certains cas, étaient même anti-féministes et se déclaraient femmes pour l'équité de genre. Adoptant une attitude de médiatrice, elles ont œuvré à contenir et neutraliser le mécontentement et la frustration populaire. Et, cerise sur le gâteau, se sont autoproclamées représentantes des femmes auprès de l'État et de la coopération internationale. Proposition des féministes autonomes, Communauté Mujeres Creando Comunidad. Dans les années de 1992 à 1995, pendant la période nommée Chemin à Pékin, a été élaboré le document intitulé Dignité et autonomie. Ce document affirmait le droit des femmes à faire entendre leur propre voix, sans la médiation de femmes des partis politiques néolibéraux ou des ONG. Nous considérions que l'action de ces ONG usurpait aux femmes boliviennes leur représentation et déplorions leur dépendance et subordination vis-à-vis des politiques de la coopération internationale, qui les finançaient et avec laquelle elles n'évoquaient pas les nécessités liées aux caractéristiques des cultures et des réalités sociales de Bolivie. Nous affirmions que la notion de femme en général n'existe pas, et que cette notion cache par exemple des hégémonies de classe, de race, de génération et d'options sexuelles. Dans ce document, nous soutenions que si l'on partait de l'équité de genre, les revendications des femmes n'aboutiraient pas et que le point de départ était l'autonomie vis-à-vis de l'État et des partis politiques néolibéraux. Nous soutenions qu'il fallait descendre dans la rue, organiser des mobilisations sociales et des alliances entre femmes appauvries, comme pratique d'une complémentarité femme-femme, pour exiger de l'État le respect de nos droits. Plus que jamais, nous sommes aujourd'hui convaincus que nous les femmes avons le droit de nous représenter nous-mêmes et d'exprimer ce que nous voulons avec notre propre voix. C'est pour cela que la dénonciation formulée d'usurpation de représentation a une telle importance et que cette usurpation trouve face à elle, aujourd'hui, tellement de femmes qui ont des choses très importantes à dire. Vision des femmes des secteurs populaires. Les femmes des secteurs populaires et indiens se sont mobilisées, redéfinissant à leur manière leurs pensées et leurs actions. Elles sont parties de 3 noyaux de pensée présents aujourd'hui. Le premier considère que l'émancipation des femmes sera une conséquence du changement structurel, thèse qui a été formulée par les hommes et les femmes de la gauche bolivienne. Cette conception est toujours présente dans certains groupes de femmes de milieux populaires, même s'ils sont minoritaires. Le second estime que la femme arrivera à améliorer sa situation en revenant à un passé millénaire précolonial où il n'y aurait pas eu, selon elle, ni machisme ni oppression, qu'il faudrait restaurer le chachawarmi et que les femmes, en particulier les indiennes, n'ont pas besoin d'autres théories que celle du chachawarmi. La troisième est celle de l'équité de genre, que certaines femmes des secteurs populaires, en particulier dans les zones urbaines, ont cherché à interpréter à leur manière,
plus comme une acceptation de l'égalité de genre, en essayant de dépasser cette confusion de l'équité de genre, entendue comme une façon de se libérer, elle, en changeant aussi le système. Ne disposant pas de l'outil de dénonciation et de dévoilement que constitue le genre au sein du féminisme, entendu comme conception politiquement révolutionnaire des structures patriarcales, les analyses que font ces femmes des secteurs populaires et indiens les conduisent à soutenir, sans distance critique, des concepts qui dissimulent et naturalisent la discrimination et la soumission des femmes. La convergence des patriarcats. Nous devons reconnaître qu'il y a eu historiquement une convergence entre le patriarcat précolonial et le patriarcat occidental. Pour comprendre cette convergence historique des intérêts patriarcaux, il est utile de nous réapproprier la dénonciation du genre, pour en décoloniser le sens, car les relations injustes entre hommes et femmes ne sont pas le seul fruit de la colonisation. Nous devons le dépasser. En tant que concept ambigu, fruit du néolibéralisme, le dépasser, disions-nous, par la reconceptualisation que nous faisons aujourd'hui à partir du féminisme communautaire, et le transcender, en le considérant comme une tâche révolutionnaire à laquelle le processus actuel de changement nous appelle, particulièrement nous, les femmes. Pour nous réapproprier le genre, il faut non seulement le dénéolibéraliser, ce que nous évoquions dans les points précédents, il faut aussi le décoloniser, car il n'y a pas à l'heure actuelle de concept qui ait mieux dévoilé la situation et la condition des femmes que celui de genre. Et attention, pas l'équité de genre, uniquement la dénonciation du genre. Cela signifie reconnaître que les relations injustes entre hommes et femmes, ici, dans notre pays, ont existé aussi avant la colonisation, et qu'elles ne sont pas uniquement un héritage colonial. Il existe aussi un patriarcat et un machisme bolivien, indien et populaire. Décoloniser le genre, en ce sens, veut dire récupérer la mémoire des luttes de nos arrière-grand-mères contre un patriarcat instauré avant l'invasion coloniale. Décoloniser le genre signifie dire que l'oppression du genre n'est pas arrivée avec les colonisateurs espagnols, mais qu'existait aussi une version propre de l'oppression de genre dans les cultures et les sociétés précoloniales, et que lorsque les Espagnols sont arrivés, les deux visions se sont agrégées pour le malheur des femmes qui vivent en Bolivie. C'est cela la convergence patriarcale dont nous parlons. Décoloniser et dénéolibéraliser le genre, c'est aussi le réinscrire sur le plan géographique et culturel dans les relations de pouvoir internationales qui existent entre le Nord riche et le Sud appauvri, et remettre profondément en question la position des femmes du Nord riche et leur complicité avec un patriarcat transnational. Une fois le genre décolonisé et dénéolibéralisé, il nous paraît essentiel de se réapproprier la dénonciation féministe du genre pour déconstruire le patriarcat qui ne date ni de la colonisation ni du néolibéralisme. C'est une approche qui prétend en finir avec la socialisation des femmes dans le genre féminin et la socialisation des hommes dans le genre masculin. Nous ne voulons être ni féminines ni masculins. Nous voulons d'abord être des femmes et des hommes avec une histoire et une culture propres, pour nous nommer avec nos voix à nous, au sein de ces processus de changement que vit notre pays. Chapitre 2. Une rupture épistémologique avec le féminisme occidental. En Occident, le féminisme répond aux besoins des femmes dans les sociétés qui sont les leurs. Elles ont mené des luttes et élaboré des constructions théoriques qui cherchent à expliquer leur situation de subordination. Lorsque s'établissent dans le monde des relations coloniales, impérialistes et transnationales, ces théories deviennent hégémoniques au niveau international, rendant alors invisibles d'autres réalités et d'autres contributions. Sans dévaloriser ce que ces féministes occidentales ont accompli et accomplissent dans leur société, nous voulons inscrire notre démarche féministe et nos processus de transformation dans le contexte bolivien. Il nous semble important de partir de notre définition du féminisme. Le féminisme est la lutte et la proposition politique de vie de n'importe quelle femme, en n'importe quel lieu du monde, à n'importe quelle étape de l'histoire,
qui s'est rebellée contre le patriarcat qui l'opprime. Cette définition nous permet de nous reconnaître comme filles, les petites filles de nos propres arrière-grand-mères, Aymara, Quechua et Guarani, rebelles et anti-patriarcales. Elle fait également de nous les sœurs d'autres féministes dans le monde et nous positionne politiquement face au féminisme hégémonique occidental. Pour mieux comprendre ce positionnement, il nous faut d'abord analyser le féminisme occidental à la lumière de son influence dans le monde. Féminisme occidental. Il naît lors de la Révolution française avec la fondation de la République, de la démocratie et de l'État moderne. Lors de la Révolution française, le libéralisme bourgeois affirme la fraternité, l'égalité et la liberté des hommes parmi les hommes. Les droits des citoyens sont des droits individuels, comme le sont le droit à la propriété privée ou le droit de vote. La fraternité est la fraternité entre des individus libres et égaux. Quand les femmes françaises réclament les mêmes droits pour les femmes, elles sont guillotinées, tout comme le roi par les bourgeois révolutionnaires de sexe masculin. C'est le cas par exemple d'Olympe de Gouges. Pour cette raison, le féminisme naît en Occident pour répondre à une société libérale et bourgeoise, qui affirme les droits individuels des hommes de la bourgeoisie, mais pas ceux des femmes de la bourgeoisie. Face à l'affirmation de l'individualisme bourgeois, ce féminisme revendique deux formes d'affirmation individuelle et de revendication des femmes. Un féminisme de l'égalité et un féminisme de la différence. Le féminisme occidental met l'accent sur l'individu féminine face à l'individu masculin. La Révolution française proclame les droits des individus masculins, la propriété privée, la liberté, le droit de vote, l'égalité entre les hommes. Les femmes n'avaient pas ces droits. Pour cette raison, il y a deux façons pour les femmes de s'affirmer en tant qu'individus face aux hommes. Femme égale à l'homme, féminisme de l'égalité, ou femme différente de l'homme, féminisme de la différence. Féminisme communautaire. Nous partons, nous, de la communauté comme principe inclusif qui protège la vie. Pour construire le féminisme communautaire, il faut démythifier le chachawarmi, homme-femme, qui nous empêche d'analyser la réalité de la vie des femmes de notre pays. En Occident, le féminisme a signifié pour les femmes se positionner comme individus face aux hommes. Nous faisons référence aux deux grandes orientations du féminisme, féminisme de l'égalité et féminisme de la différence, c'est-à-dire femme égale à l'homme ou femme différente de l'homme, comme nous l'avons dit plus haut. Mais cela n'a pas de sens pour les formes de vie qui sont les nôtres. Ici, en Bolivie, où les traditions communautaires sont très fortes. Pour cette raison, nous nous sommes proposés en tant que féministes boliviennes d'élaborer notre propre féminisme, de nous penser en partant de la réalité dans laquelle nous vivons. Nous ne voulons pas nous penser dans un face-à-face avec les hommes, mais nous penser en tant que femmes et hommes en relation avec la communauté. Avant d'en venir à ce que nous entendons par communauté, nous allons d'abord consacrer quelques paragraphes au thème du chachawarmi. Car comme nous l'avons dit précédemment, nous ne pourrons pas construire notre féminisme communautaire sans mettre à jour la pratique machiste liée à ce concept. Le chachawarmi n'est pas une baguette magique qui efface les discriminations. Les frères indianistes nous disent que le féminisme est uniquement occidental et que nos peuples n'ont pas besoin de ces pensées occidentales, car existe déjà la pratique de la complémentarité chachawarmi, homme-femme, qu'il nous suffit de pratiquer puisque le machisme est arrivé avec la colonisation. Même si on le voulait, qu'on forçait les choses en dissimulant les problèmes, le chachawarmi n'est pas le point de départ de ce que nous cherchons. Pourquoi ? Parce que le chachawarmi ne reconnaît pas la situation réelle des femmes indiennes. Il n'intègre pas de dénonciation du genre dans la communauté et naturalise la discrimination. Ce machisme indianiste estime qu'il est naturel que les femmes aient les rôles qu'elles ont dans les communautés. Ils ne veulent pas les analyser et reconnaître que les rôles et les activités des femmes sont considérés comme de moindre valeur, de moindre importance,
qu'ils impliquent une plus grande exploitation de la force de travail des femmes. Cela revient à naturaliser la discrimination, les inégalités, l'exploitation et l'oppression des femmes. Considérer naturel que les femmes prennent en charge ces rôles, c'est aussi considérer naturel qu'elles soient subordonnées et les hommes privilégiés en bénéficiant par exemple de plus de temps, de plus longues études, de meilleurs salaires et de plus de respect quand ils prennent la parole. Le Chachawarmi ne dispose pas de l'instrument que constitue la dénonciation du genre dont nous avons besoin pour pouvoir comprendre et révéler les causes des conditions historiques de l'oppression des femmes parmi nos peuples afin de pouvoir les changer. Mais il y a une chose intéressante. Le Chachawarmi, bien que de façon confuse et machiste, offre la représentation d'une paire complémentaire. Mais il s'agit d'une paire machiste, dont la complémentarité est hiérarchique et verticale, avec les hommes en haut, privilégiés, et les femmes en bas, subordonnées. Le sens du Chachawarmi est également confus, parce qu'une paire complémentaire est une chose, et un couple hétérosexuel en est une autre. La paire complémentaire est la représentation symbolique des communautés, qui, du fait des tergiversations machistes, est interprétée aujourd'hui dans les communautés comme le couple hétérosexuel. Je m'explique. Quand on élit une autorité, on élit un homme et automatiquement, sa compagne lui est associée en tant que complément. Qui a élu la femme ? Personne de la communauté alors que l'homme, lui, l'a été. La représentation politique des hommes repose ainsi sur une élection, ce qui lui confère poids et légitimité. Les femmes, en revanche, accompagnent les hommes parce qu'elles sont leurs compagnes hétérosexuelles, et non parce qu'elles ont été élues. La représentation de la femme n'a ni poids, ni légitimité. Répétons-le, quand nous parlons de paires complémentaires, nous ne parlons pas du couple. Plus loin, quand nous parlerons de la communauté, nous reviendrons plus en détail sur la différence entre couple hétérosexuel et paires de complémentarité égalitaire. Nous récupérons donc l'idée de paires complémentaires, mais pour partir de ce concept, nous devons obligatoirement nous éloigner de la pratique machiste et conservatrice du Chachawarmi. Il faut le dénoncer comme un espace de forte résistance machiste, de privilèges pour les hommes et de violence en tout genre envers les femmes. Dans la perspective du féminisme communautaire qui est la nôtre, nous le repensons comme paire complémentaire d'égaux, Warmi Chacha, femme-homme, Warmi Kari, Kunya Kumbae. Ce n'est pas un simple changement de place des mots, mais la reconceptualisation de la paire complémentaire par les femmes, parce que nous les femmes, sommes celles qui sommes subordonnées et que construire un équilibre, une harmonie au sein de la communauté, de la société, se fait en partant des femmes. Cette reconceptualisation, nous la représentons par le schéma ci-dessous, qui part de la réalité et non des mythes que nos frères les hommes nous racontent pour dissimuler le machisme présent dans les communautés. Nous voulons la moitié, mais pas une moitié d'oppression, d'exploitation et de violence, dans une complémentarité hiérarchique au sein des communautés. Nous voulons une moitié d'égalité et de respect mutuel, et construire une complémentarité horizontale, sans hiérarchie. La paire complémentaire du féminisme communautaire. Notre proposition est de reconceptualiser la paire complémentaire, de la débarrasser de son machisme, de son racisme et de son classisme, de la repenser comme femme-homme, Warmi Chacha, qui récupère la paire complémentaire horizontale, non hiérarchisée, harmonieuse et réciproque, une paire de présence, d'existence, de représentation et de décision. Nous penser ensemble, avec les autres, dans le Warmi Chacha, femme-homme, Warmi Kari, Kunya Kumbae, ce n'est pas construire un nouveau mythe, ni affirmer non plus qu'à l'époque précoloniale, il y ait eu nécessairement un équilibre fondateur, comme celui que nous voulons construire maintenant. Nous doutons d'ailleurs qu'il en ait été ainsi, mais ce sera un thème de recherche sur la mémoire à long terme. Ce que nous affirmons en revanche, c'est que nous sommes certaines de ce que nous voulons maintenant. Nous savons de quelle réalité nous partons et là où nous voulons aller. Cette reconceptualisation en Warmi Chacha, femme-homme, Warmi Kari, Kunya Kumbae, avec les apports de la critique du genre, nous conduit à penser que la communauté est le point de départ et le point d'arrivée de cette transformation. Là aussi, il ne s'agit pas d'un simple changement de mots, mais d'initier le temps des femmes, Warmi Pacha, en partant des femmes en communauté, Warmi Chacha.
Qu'est-ce alors que la communauté ? Quand nous parlons de la communauté, nous voulons inclure dans la réflexion toutes les communautés. Nous ne parlons pas seulement des communautés rurales ou des communautés indiennes, mais d'une autre façon de concevoir et d'organiser la société et de vivre la vie. Quand nous disons communauté, nous nous référons à toutes les communautés de notre société. Communauté urbaine, communauté rurale, communauté religieuse, communauté sportive, communauté culturelle, communauté politique, communauté de lutte, communauté territoriale, communauté éducative, communauté du temps libre, communauté d'amitié, communauté de quartier, communauté générationnelle, communauté sexuelle, communauté agricole, communauté d'affection, communauté universitaire, etc. Il est important de comprendre que tout groupe humain peut construire des communautés. C'est une proposition alternative à la société individualiste. La communauté est constituée de femmes et d'hommes comme deux moitiés indispensables, complémentaires, non hiérarchiques, liées par des rapports de réciprocité et autonomes l'une de l'autre. Ceci n'implique pas nécessairement une hétérosexualité obligatoire, parce que nous ne parlons pas de couple, mais de paires de représentation politique. Nous ne parlons pas de famille, mais de communauté. C'est-à-dire que tout le monde ne doit pas nécessairement être en couple hétérosexuel, marié et avec des enfants. Nous voulons dire que c'est cela l'humanité. Elle est constituée de deux parties, personnes, différentes, qui construisent des identités autonomes, mais constituent et construisent en même temps une identité commune. Nier l'une des parties par la soumission et la sujétion, c'est porter atteinte aussi à l'existence de l'autre. Soumettre la femme à l'identité de l'homme ou vice-versa, c'est priver de la moitié de son potentiel la communauté, la société ou l'humanité. Soumettre la femme, c'est soumettre la communauté, car la femme est la moitié de la communauté. Et en soumettant une partie de la communauté, les hommes se soumettent eux-mêmes, car eux aussi sont la communauté. La femme comme principe de l'altérité. L'altérité signifie que tout ne commence pas ni ne finit autour de ton nombril et que d'autres personnes existent en dehors de toi. Lorsque nous expliquons que la communauté comporte deux parties constituantes, cela veut dire qu'à partir de cette reconnaissance de l'altérité initiale, la communauté révèle toute l'étendue de ses différences et de sa diversité. Cela veut dire que la paire femme-homme initie la lecture des différences et de la diversité de l'humanité, y compris les différences et la diversité de ne pas te reconnaître homme, ou de ne pas te reconnaître femme, ou de ne te reconnaître ni homme, ni femme. Si l'on observe les communautés, la première chose qu'on peut dire, c'est que celles-ci sont composées en premier lieu de femmes et d'hommes, des enfants jusqu'aux anciennes. On a là déjà une diversité générationnelle. Ensuite, la lecture des complémentarités, des réciprocités et des autonomies horizontales continue à entrelacer les existences générationnelles, entre enfants, jeunes et anciens, puis les différentes habiletés, savoirs et sexualités. S'entrelacent aussi les différentes morphologies corporelles, les types, les couleurs, les tailles, les capacités et les incapacités, et évidemment les différentes expressions et options sexuelles, les différentes croyances, affiliations politiques, idéologiques et religieuses. Ces complémentarités, réciprocité et autonomie, parmi d'autres, sont à l'œuvre au sein de la communauté, mais celle-ci n'est pas un ghetto ni une réserve. C'est une communauté vivante, en mouvement, qui se projette en construisant aussi des complémentarités non hiérarchiques, des réciprocités et des autonomies avec d'autres communautés. Un exemple en est les complémentarités dans la production et la protection politique du territoire. Un autre exemple de complémentarité dans les intérêts politiques du pays a été octobre 2003, quand nous avons récupéré les ressources naturelles, ou septembre 2008, quand nous nous sommes unis pour nous défendre du fascisme et de la droite des comités civiques de la Media Luna. La complémentarité, l'autonomie et la réciprocité entre celles et ceux qui vivent en communauté rurale, avec des sœurs et des frères qui vivent dans les quartiers urbains de Bolivie ou dans les villes d'autres pays, c'est-à-dire un tissu de complémentarité, réciprocité, identité, individualité,
et d'autonomie. Ce que nous proposons pour l'humanité, c'est la communauté de communautés. Cette précision sur qui constitue la communauté, nous la donnons parce que dans l'imaginaire social et politique de la Bolivie d'aujourd'hui, la communauté signifie les hommes de la communauté et non les femmes. Ce sont les hommes qui parlent, qui assument la représentation, décident et sont les visages de la communauté à l'extérieur. On perçoit les femmes comme en retrait, ou au-dessous des hommes, ou encore, ce qui revient au même, comme subordonnées aux hommes. Nous disons, nous, que les femmes sont considérées comme yapa des hommes. Dans les pratiques sociales et politiques des communautés, nationalités, peuples, organisations et mouvements sociaux, les hommes continuent jusqu'à aujourd'hui à avoir le pouvoir de décision, la voix et la représentation des communautés. C'est une manifestation de la patriarcalisation et de la colonisation des communautés qui considèrent certaines personnes comme inférieures et privées des droits et des opportunités dont jouissent les autres. Reconnaître les femmes, c'est construire un autre discours qui soit désormais inclusif et réel. Quand nous disons que la communauté est composée des femmes et des hommes, rendant ainsi visibles les femmes que l'hégémonie des hommes a rendues invisibles, nous plaçons au fondement de nos relations humaines la reconnaissance de l'altérité, entendue comme l'existence réelle de l'autre, et non comme fiction d'altérité. Cette reconnaissance n'est pas nominale. Reconnaître l'autre existence entraîne une série de conséquences avec, par exemple, la redistribution des bénéfices du travail et la production à parts égales. Nous ne voulons pas dire du tout que nous allons redistribuer la pauvreté à parts égales, mais au contraire, que nous allons distribuer les fruits du travail et des luttes. Voilà le point de départ du vivre bien des femmes. Car nous, les membres des peuples et des communautés, nous avons des corps sexués, et nous ne voulons pas que cela soit un prétexte pour nous discriminer et nous opprimer. Nous voulons pour nous aussi ce vivre bien dont on parle. Il nous reste alors, en tant que femmes, à traduire cela en politique publique, qui commence dans les communautés et doivent parvenir jusqu'au gouvernement national. Cela signifie rendre doublement, là où c'est nécessaire, aux femmes, car si les hommes se sont appauvris, nous les femmes, nous nous sommes plus appauvris que les hommes. Il n'y a pas de raison de s'en effrayer, car rendre le double aux femmes, ce n'est que justice. Par exemple, il faut rétribuer doublement les femmes indiennes, car il est juste de leur rendre, en tant que communauté indienne de femmes et d'hommes d'abord, ce que le colonialisme et le racisme leur a volé, mais aussi, comme les femmes indiennes se sont plus appauvries que les hommes dans leur communauté, il faut leur rendre ce que le patriarcat leur a volé. C'est pourquoi nous disons qu'il faut leur rendre 2 fois, la première en tant qu'indienne et la deuxième en tant que femme. De la même manière, les femmes des quartiers urbains populaires ont été systématiquement appauvries par le néolibéralisme. Il faut donc leur rendre ce qui leur revient, en tant que membres de la classe travailleuse, ce qui concernera aussi les hommes de la classe travailleuse, appauvris par le néolibéralisme. Mais ces travailleuses femmes étant plus appauvries que les travailleurs hommes, elles doivent recevoir le double, car il faut leur rendre aussi ce qui leur a été volé en tant que femmes. Nous voulons affirmer que nous, les femmes, nous sommes la moitié de chaque communauté, de chaque peuple, de chaque nation, de chaque pays et de chaque société. Chapitre 3. Le moment est venu. Notre proposition inclut différents champs d'action et de lutte qui sont autant de catégories pour l'action politique de consolidation des organisations de femmes. Les champs d'action et de lutte politique nous permettront de transformer les conditions matérielles de subordination et d'exploitation des femmes dans nos communautés et nos sociétés. Nous avons élaboré un cadre conceptuel de référence qui articule les concepts et les catégories dans une relation dynamique qui nous permet de comprendre les processus de changement comme une combinaison nécessaire de différents aspects de la vie. Dans ce cas précis, ils sont au nombre de 5, sont valables pour toutes les femmes et doivent se réaliser conjointement. Nous nous sommes proposés de dépasser la vision néolibérale de travailler uniquement avec des indicateurs, qui en outre ont été des indicateurs réductionnistes, isolés les uns des autres, classistes et racistes. Pour quelles raisons affirmons-nous cela ? Parce que pour l'obtention de ces indicateurs, la population était consultée selon sa classe sociale.
Par exemple, les indicateurs concernant la santé maternelle et infantile, la violence et l'éducation primaire étaient destinés aux femmes appauvries et indiennes. Mais l'indicateur de participation politique était pour les femmes de classe moyenne et supérieure élevées par le néolibéralisme au rang de représentantes de toutes les femmes. C'est ainsi que dans les rapports internationaux des gouvernements néolibéraux, nous, les femmes de Bolivie, étions bien mal en point. Mais nous avions heureusement notre petit pourcentage de représentation politique. Notre cadre conceptuel est dynamique et interactif, car les femmes pourront constamment l'enrichir. Il offre des possibilités interactives de construction et d'appropriation à des femmes de diverses organisations sociales, qui peuvent mettre ce cadre conceptuel dans le panier de leur propre réalité et de leurs revendications spécifiques, et s'en servir comme un apport aux solutions, à partir de leur réalité propre, et les défendre contre toute menace. Les corps. Le corps est la forme d'existence de chaque être humain. Le corps que possède chacune et chacun nous situe dans le monde et dans les relations sociales que le monde a construites avant notre arrivée. En tant que femmes, la première chose que nous voulons mettre en évidence est que nos corps sont sexués. Ce fait est à la base de la façon de concevoir nos corps. Sur cette base, s'ajoutent ensuite les autres différences et diversités, comme les couleurs de peau, les tailles, les corpulences. Cela inclut les caractéristiques qui constituent les différentes races, ethnies et peuples de l'humanité. La peau constitue la limite individuelle de nos corps et nous faisons respecter les frontières quand nous le décidons, par exemple face à la violence, le racisme ou la discrimination. Nos corps sont bien sûr en mesure d'établir différentes relations d'amitié, d'amour, d'érotisme, relations à la nature, la transcendance, la connaissance, la production. Mais de toutes les relations que nos corps établissent, certaines conditionnent nos vies et notre existence de manière très négative et cherchent à nous détruire. Il s'agit des relations de pouvoir. Nos corps sont le lieu où les relations de pouvoir vont chercher à nous marquer à vie, mais ils sont aussi le lieu de la liberté et non de la répression. Parmi leurs attributs, nos corps ont une existence individuelle et collective en même temps. Ils évoluent dans 3 domaines: la quotidienneté, la biographie individuelle et l'histoire de nos peuples. Dans les communautés et sociétés, nos corps construisent des images d'eux-mêmes qui se projettent sur les plans social, politique et culturel. L'idéal serait que nous puissions construire ces images de nos corps dans la liberté et le respect, les affects et les complémentarités, mais ce n'est pas le cas. Ces représentations de nous-mêmes sont empreintes de machisme, de racisme et de classisme. C'est le monde dans lequel nous arrivons, mais c'est aussi celui que nous construisons et transformons. Pour proposer nos 5 champs d'action et de lutte des femmes à partir des communautés rurales et urbaines, nous avons voulu partir du corps comme premier champ d'action et de lutte à partir de la base même de l'existence. Pour décoloniser le concept et les sentiments du corps, il faut nous libérer de cette conception scindée et schizophrénique qui met l'âme d'un côté et le corps de l'autre, conception héritée de la colonie. Nous partons du corps comme corporalité intégrale, qui va de la biogénétique à l'énergétique, de l'affectivité à la créativité, en passant par la sensibilité, les sentiments, l'érotisme, la spiritualité, la sensualité. Nos corps qui apprécient de bien manger, d'être sains, qui aiment les caresses et souffrent sous les coups, qui veulent avoir du temps pour connaître et élaborer des théories, nous voulons nommer les choses en partant de nous et avec le son de notre propre voix. Nous voulons construire avec nos corps des mouvements sociaux et politiques qui recueillent les propositions et rassemblent nos rêves et nos espoirs. Nos corps nous invitent à récupérer nos énergies et notre santé. Nous voulons nous regarder dans le miroir et aimer nos formes corporelles, nos couleurs de peau et de cheveux, car nous en avons assez d'une esthétique coloniale du blanc comme canon du beau. Nous sommes fatigués du spectacle frivole de ces corps, qui s'exhibent pour la consommation machiste, élément qui participe du culte de l'apparence que le néocolonialisme a installé. C'est en partant de nos corps sexués que les hommes font de nous leur objet et que les oligarques nous exploitent à outrance.
Ce n'est pas la même chose d'avoir un corps de femme ou un corps d'homme. Cela ne signifie pas la même chose dans nos communautés et nos sociétés. Nous voulons que notre peuple reconnaisse qu'il en est ainsi. Nous voulons construire des actions qui, au sein des processus de changement, soient synonymes d'allégresse et de bonheur pour nos corps de femmes. Je poursuis avec une liste d'interventions sociales possibles, en partant du corps, qui peuvent se traduire en indicateurs des communautés, indicateurs sectoriels, indicateurs de politique publique. Le corps. Santé, non-violence. Bien manger, sécurité alimentaire. Information et connaissance. Plaisir et sexualité sans violence. Maternité librement choisie. Reconnaissance de nos beautés indiennes. Bien s'habiller comme il nous plaît. Absence de discrimination et de racisme. Ne pas avoir peur d'être lesbienne. Absence de discrimination des handicapés. Nous représenter politiquement avec nos corps de femmes. Exercice physique, repos. Droit d'avoir son âge, d'être une enfant, une jeune fille, une personne âgée. Renforcer les compétences. Récupérer notre propre image dans les médias. Espace. Nous concevons l'espace comme un champ vital pour que le corps se développe. L'espace est le lieu où la vie se meut et se promeut. Certains lieux sont habituellement considérés comme des espaces de développement de la personne, comme la maison, la terre, l'école, la rue, conçus comme partie de l'espace public et de l'espace privé. Il y a par ailleurs les lieux de production et de satisfaction des besoins quotidiens, l'espace de la communauté avec sa terre commune, le territoire, la fabrique, l'atelier ou le quartier, dans lequel s'organise la vie communautaire dans les villes. L'espace comprend ce qui est tangible, c'est-à-dire ce que l'on peut toucher comme ce que j'ai cité précédemment, et l'intangible, qui existe mais ne peut pas se toucher, comme par exemple l'espace politique ou l'espace culturel, mais aussi l'espace où s'imaginent, se prennent et se développent les décisions politiques. L'espace comprend aussi le paysage et la géographie comme un contexte qui enveloppe les jours et les nuits des femmes. Notre espace et ses deux enveloppes. Il faut préciser que nous parlons d'enveloppe et non de lignes verticales et horizontales. Notre objectif est de conceptualiser l'espace comme contenant de vie. Dans nos cultures, l'espace n'est pas seulement l'extension horizontale du sol, il se déploie aussi vers le haut et vers le bas. Selon notre lecture, l'espace inclut ces deux déploiements, l'un horizontal et l'autre vertical, comme deux enveloppes qui essayent d'embrasser et d'inclure tout ce qui favorise la vie, et qui nous donne en outre les dimensions au sein desquelles se trouve la communauté, qui est le lieu d'où les femmes et les hommes nous parlent, et le lieu d'où nous parlons avec la communauté. L'une est l'enveloppe verticale, qui comprend 3 lieux situés verticalement, l'en haut, l'ici et l'en bas. L'en haut, Alaxpacha, en Aymara, est l'espace qui se situe au-dessus de la communauté. Cet espace est en rapport avec l'espace aérien, l'espace des communications, des télécommunications et de la communication satellitaire. C'est le lieu où se manifeste la pollution, le lieu du trou dans la couche d'ozone. Mais c'est aussi là que nous trouvons, dans l'infini inconnu, les fleuves et les cascades d'étoiles et la croix du Sud qui nous orientent en se déplaçant, à la différence de l'étoile polaire qui est fixe et toute tranquille. En même temps, cet espace d'en haut recèle un fort contenu de mystère qui parfois menace notre vulnérabilité. L'ici, à Capacha, c'est l'espace où nous, les personnes des communautés, nous trouvons et nous déplaçons. C'est l'espace dans lequel nous ressentons la corporalité de l'existence de notre espace en tant que femmes, où nous pouvons fouler le sol, bouger, nous déplacer et construire des mouvements. C'est l'espace qui, en son sens vertical, d'enveloppe, nous connecte avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui sont 3 espaces contemporains. C'est le lieu où nous réfléchissons et prenons des décisions. Finalement, l'espace d'en bas, Mankapacha, est l'espace où se trouvent nos ancêtres, les graines, les racines, les ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, les eaux thermales et la chaleur de la terre, les minéraux et les animaux souterrains,
ainsi que les énergies et la sève que nous donne la Pachamama. Cette enveloppe verticale nous parle de la complémentarité et réciprocité avec la Terre-Mère et le cosmos. Elle nous met face aux responsabilités qui sont les nôtres en tant que communauté pour son harmonie et son équilibre. Une autre enveloppe est celle de l'enveloppe horizontale de l'espace, qui englobe l'étendue de la Terre et du territoire de la communauté jusqu'à leurs limites. C'est dans cette enveloppe horizontale que nous voulons recueillir ce qui signifie être femme et homme dans les communautés et remettre en question le concept même de communauté que nos frères mobilisent dans les discours et pratiques indianistes du gouvernement lui-même. C'est le lieu où la paire complémentaire définit sa terre et son territoire, comme partie de la communauté certes, mais sachant aussi que les femmes doivent définir la moitié qui leur revient. C'est ici que prend sens la communauté, les autonomies indiennes, municipales, départementales, et où l'on peut comprendre facilement ce qu'est l'État communautaire. C'est l'espace du territoire, c'est-à-dire le lieu des décisions politiques sur les espaces de la communauté et les intérêts du pays, comme cela s'est produit en octobre 2003. C'est le lieu où nous pouvons comprendre ce que sont les complémentarités, l'autonomie et la réciprocité entre celles et ceux qui vivent en communauté, que ces communautés soient rurales ou des communautés urbaines de Bolivie, où vivent des sœurs et des frères. C'est dans cet espace horizontal que nous allons comprendre les relations avec d'autres communautés qui vivent dans les villes d'autres pays du fait des migrations. Bref, cet espace est un tissu de complémentarité, réciprocité, autonomie et interculturalité. Espace pour les femmes. Terre et territoire. Logement. Espace à l'intérieur du logement. Rue. Ressources naturelles. Politique. Production. Économie et crédit. Justice. Connaissance. Pouvoir. Récréation. Migration. Autonomie. De tranquillité. Le temps. Le temps est une condition de la vie, car la vie des personnes n'est pas intemporelle. Au contraire, la vie a une temporalité qui s'exprime dans les formes que prend le corps, et où vieillir n'est pas nécessairement négatif. La vie qui court grâce au mouvement de la nature et aux actes conscients est sentie et perçue comme temps. Mais le temps est aussi une mesure très utile dans la perception de nous-mêmes, en tant que femmes qui sommes venues au monde pour vivre bien. Nous ne pouvons donc pas passer le temps de notre vie à souffrir et être malheureuses. Mesurer n'est pas uniquement une notion occidentale. Dans nos cultures aussi, nos grands-mères ont inventé des mesures, et parmi elles, celle du temps, fondamentalement régie par les travaux agricoles. Le temps pour nous est un intervalle. Pas une grande aiguille ou une trotteuse, c'est une durée pendant laquelle nous évaluer et nous poser des questions du type « Qu'en est-il de nos vies ?» La mesure du temps nous fait face et nous pose problème, nous dit que nous ne sommes pas éternels et qu'un jour, nous mourrons. Prendre conscience de nos temps ouvre des espaces pour initier des processus de transformation de notre quotidienneté et de notre propre histoire. La vision cyclique et ancrée dans l'espace du temps que l'on retrouve habituellement dans les communautés s'applique de deux manières dans la réalité concrète des corps. Il y a un temps pour les hommes, c'est le temps important, où ceux-ci sont privilégiés. Il y a aussi le temps des femmes, considéré comme un temps non important. C'est pour cette raison que le temps des femmes est aspiré par celui des hommes. Ce temps, considéré non important, que vivent les femmes, est cependant un temps où sont effectuées des activités indispensables, c'est-à-dire très importantes pour la vie, toutes nécessaires pour prendre soin de la vie des hommes et des femmes de la communauté. Les femmes sont donc absorbées et dévorées par ce temps que le patriarcat désigne comme non important. Les conséquences de ces logiques de pensée se reflètent dans l'aliénation complète des femmes, contraintes à des tâches ennuyeuses et répétitives du quotidien, comme laver, faire la cuisine, s'occuper des wawas. L'espace est là, nous pouvons le voir et le toucher, mais le temps s'évanouit de nos corps et de nos mains. La réflexion que nous proposons sur le temps est vitale dans la mesure où la vie s'en va minute après minute, et qu'il y a des moments où il faut envisager des formes sociales d'action pour mettre fin à cette situation et récupérer le temps des femmes.
Les conceptions du temps dans une société patriarcale ont établi que ce qui occupe l'homme, le temps de l'homme, est plus valorisé quoi qu'il fasse. La société aurait du mal à considérer qu'il perd son temps. Les temps des femmes, en revanche, sont perçus comme secondaires, peu importants, et pour cette raison, moins rémunérés. On entend ainsi souvent dire que les femmes ne font rien, qu'elles perdent leur temps. Dans la catégorie temps, nous incluons le concept de quotidienneté comme un mouvement cyclique sans lequel la vie ne pourrait pas continuer. Ce temps est cyclique et répétitif, mais cela ne suppose pas pour autant qu'il est en soi nécessairement ennuyeux et sans créativité. Tout dépend de la manière dont la femme et l'homme s'inscrivent dans ce temps quotidien. Il est certain cependant que s'il constitue une charge horaire sans reconnaissance ni valorisation productive qui pèse sur les épaules des femmes, il se convertit en une condamnation quotidienne et gratuite. La logique patriarcale conçoit le quotidien comme secondaire, ennuyeux et sans transcendance. On l'assigne donc à la femme. À l'inverse, ce qui est considéré historique, transcendant et important, on l'assigne à l'homme. Dans notre conception, la quotidienneté et l'historique sont un continuum, sont des parties de la vie qui s'alimentent entre elles. Temps pour les femmes. Partager le travail domestique. Évaluer et valoriser économiquement le travail domestique. Pour la participation politique. Pour étudier. Pour la santé. Pour la maternité. Pour se reposer. Mouvement, organisation et propositions politiques. Le mouvement est une des propriétés de la vie, qui assure ainsi sa pérennité en construisant organisation et propositions sociales. Le mouvement nous permet de construire un corps social, un corps commun, qui lutte pour vivre et vivre bien. Toute chose en vie est en mouvement, toute chose en mouvement est en vie. Cette catégorie politique va nous permettre de nous emparer de nos rêves et de nous rendre responsables de nos actions politiques en tant que femmes. C'est la qualité de vie que nous désirons. Le mouvement nous garantit que les droits conquis ne deviennent pas des institutions pesantes qui étouffent les utopies pour lesquelles nous luttons. Le mouvement se déploie en différents moments. Il commence par une chose et se termine par une autre. C'est une succession de conquêtes et d'avancées. Ainsi, chaque fin est transitoire. Chaque fin est un nouveau début. Notre catégorie de mouvement porte en son sein quelque chose de beaucoup plus important qui le définit en chemin. Ce sont les processus qui interviennent en cours de route. Si ces processus sont empreints, par exemple, de racisme et de corruption, on retrouvera ces éléments dans le mouvement que nous aurons construit, dont le racisme et la corruption vont se retourner contre nous. Considérons par exemple les comités civiques de Santa Cruz. Leur mode d'action violent, corrompu, fasciste et raciste, s'est retourné ultérieurement contre eux en attaques et violences qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Le mouvement, dans une autre de ses potentialités, situe la communauté vis-à-vis des relations de pouvoir et des possibilités de rendre effectives ses décisions. Autant de fils que les femmes de la communauté tissent en mobilisant tactique et stratégie. Il faut évoquer aussi le contenu relationnel du mouvement qui ne concerne pas les femmes d'une seule communauté, mais plutôt les femmes en communauté, en relation aux autres communautés et institutions. Et bien sûr, présente ici la vision de pays que nous avons, nous les femmes, comme relation à un tout plus grand, avec lequel nous nous identifions et à partir duquel nous agissons. Ce tout n'est pas fermé non plus par des frontières comme des murailles, c'est un tout partiel pour agir maintenant, un tout qui nous permet d'agir et de mesurer la taille de nos actions au niveau régional et international. Le mouvement nous donne la sensation d'être vivante, prenant soin de la vie et la projetant vers l'avenir. Le mouvement est le lieu de la réappropriation des rêves. Mouvement. Organisation propre. Garantie des droits. Forme d'organisation. Porte-parole, dirigeante et médiatrice. Représentation et auto-représentation. Propositions corporatives et spécifiques, politique municipale, politique départementale, politique régionale,
politique nationale. Alliance entre organisations de femmes. Complémentarité horizontale entre femmes. Alliance avec d'autres mouvements sociaux. La mémoire. Nous entendons cette catégorie dans le sens des racines, des origines, qui sont uniques, propres à ce lieu. C'est toute cette force et cette énergie qui construit notre identité avant même notre naissance. C'est la mémoire qui nous relie à nos ancêtres. C'est cette forme de vie qui a pris corps sur ces terres et n'est pas répétable. Nous pouvons ressembler à d'autres femmes, mais il y a des choses qui sont uniques. La mémoire va donc nous conduire à trouver avec sagesse ce qui est unique et ce qui est semblable. C'est alors l'information, la qualité de l'énergie, la nouveauté des expériences de ces terres qui nous permettent d'apporter des savoirs à l'ensemble de l'humanité. En tant que femmes, nous entendons la mémoire comme cette poursuite des utopies depuis des temps ancestraux, comme l'expérience, chemin faisant, de frustration et de succès qui constituent la matière, la sève des racines dont nous sommes issus. Le concept de mémoire longue, que l'indianisme utilise, nous renvoie de façon acritique à l'époque précoloniale, comme à un temps idyllique, un monde presque parfait pour les femmes avant le malheur de la colonisation. Cette mémoire longue est intéressée, car si elle nous donne la fierté et la dignité d'être des personnes appartenant à des peuples riches de culture et de réussite, comme tout autre peuple, elle est en même temps sélective, quand elle se refuse à reconnaître les patriarcalismes, les oppressions, les autoritarismes et les injustices héritées, qui étaient bien sûr aussi présents dans les sociétés précoloniales. Il faut dépatriarcaliser la mémoire et reconnaître qu'il y a eu un patriarcat précolonial et que la situation des femmes n'est pas due seulement à l'arrivée des Espagnols et à la colonie. La mémoire nous parle d'où nous venons, quels problèmes, quelles luttes ont eu lieu en chemin, de pourquoi nous les femmes nous en sommes là où nous en sommes, qu'avant aussi il y a eu des femmes rebelles. Elle nous permet de nous souvenir des résistances antipatriarcales de femmes de nos communautés, de reconnaître celles qui vivent aujourd'hui encore, quelques-unes très âgées, dans nos communautés, de les estimer et d'estimer leurs apports à nos luttes de femmes. La mémoire nous raconte les savoirs de nos grands-mères et arrière-grands-mères, les précieuses contributions techniques, biotechnologiques et scientifiques qu'elles ont apportées à nos peuples et à l'humanité. Savoirs touchant à la construction des maisons, la sécurité alimentaire, l'alimentation saine, la confection des vêtements, la formation et l'éducation des Wawas, la musique, la poésie. C'est, enfin, toute la richesse des connaissances de nos ancêtres que nous devons aujourd'hui récupérer tout en produisant de notre côté d'autres connaissances pour l'avenir heureux de nos peuples. Mémoire des femmes. Sagesse des femmes. Production. Santé. Construction des maisons, organisation, luttes et mouvements sociaux, participation politique, participation aux rituels, participation à l'éducation, recherche sur l'époque précoloniale, récupération des langues originaires en partant des femmes, droit d'étudier maintenant pour écrire et apporter des connaissances. Conclusion. C'est une autre étape de la vie, un autre moment de nos histoires personnelles et de notre histoire collective. Nous sommes mûrs, dans la plénitude de nos énergies et nos ailes sont puissantes. Nous avons derrière nous la fidélité à nos luttes et la promesse que bien qu'il y ait parfois des moments de désorientation, de fatigue et de découragement, nous continuerons à construire des utopies. Ce travail écrit nous ouvre le chemin de bien d'autres encore. Nous commençons à mettre en pratique le féminisme que nous voulions construire, et cela nous encourage. Il est stimulant de concrétiser les idées qui dansent par ici. Aujourd'hui, en partant de la communauté, il y a 5 champs d'action qui nous appellent à la lutte pour nos droits, pour établir les bases d'une vie d'amour, de plaisir et d'accomplissement pour tout ce qui est et vit sur la planète. Voilà ce que nous cherchons en réalité avec les mouvements que nous construisons.
La pensée du féminisme communautaire a encore beaucoup d'autres choses à dire, d'idées à apporter, de rêves à réaliser. C'est pourquoi nous disons que c'est le début d'une autre étape. Nous lançons une chaleureuse invitation à la désobéissance à toutes les femmes et hommes féministes. Nous les invitons à désobéir aux ordres patriarcaux qui ont limité et contraint nos corps, nos espaces et nos temps, et ont pollué de machisme nos mouvements et nos organisations sociales, effaçant de notre mémoire de femmes et d'hommes le fait que nous sommes nés différents, mais égaux pour vivre en communauté. Espérance, je t'aime à nouveau.